Bon, écoutez, en attendant les derniers participants et retardataires de l'événement, je vous propose de nous présenter. Je suis Cécile Bou, je travaille chez Partout depuis 3 ans et j'accompagne les réseaux d'enseignes et marques dans leur stratégie marketing locale avec une expertise en e-réputation et référencement. Oswald? Oswald, donc je suis chez Partout depuis 5 ans maintenant et j'ai également une expertise sur le SEO local, la réputation et le commerce conversationnel. Ravi de faire à tous votre connaissance aujourd'hui et nous allons pouvoir enchaîner directement. Super. Du coup, juste pour commencer, les bonnes pratiques. Alors, je vois que vous avez déjà commencé à utiliser le chat, mais effectivement, vous avez un chat pour communiquer avec nous, pour communiquer aussi entre vous, pour partager vos bonnes pratiques, vos questions, vos remarques, vos suggestions. Vous avez également une partie questions. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser pour qu'on puisse centraliser vos questions et y répondre à la fin ou tout du long de la présentation. Et enfin, on vous a posté un sondage pour connaître, vous, en tant qu'expert du marketing local, vos priorités pour cette année 2024. Le sommaire d'aujourd'hui, il est en 2 grandes parties. Une première partie qui sera réservée à la visibilité, comprendre quels sont les enjeux de demain en termes de référencement. Et une deuxième partie qui est sur la réputation et les nouveaux canaux d'acquisition. La première partie dans une Customer Journée, c'est être trouvé, donc booster sa visibilité en ligne. Et pour ce faire, on part déjà d'un constat, mais que tout le monde a déjà dû faire depuis quelques années maintenant. Le parcours d'achat évolue. Sur les sites web, aujourd'hui, on assiste à une plateformisation des recherches. Vous le savez très bien, vous utilisez certainement déjà Google Business Profile, mais aussi ce qu'on va voir apparaître aujourd'hui, c'est des sociétés qui viennent challenger l'hégémonie de Google. Nous allons avoir notamment Apple Business Connect, Snapchat, bientôt certainement de nouvelles plateformes comme TikTok. Et le but, c'est de pouvoir se préparer à ces challenges sur 2024, tout en restant bien positionné sur les plateformes qui comptent comme Google Business Profile. Sur ces plateformes, il y a des points communs, notamment les types de recherche. Il y a toujours cette dichotomie avec les recherches notoriété, donc des recherches brandées sur des utilisateurs qui connaissent déjà votre marque, et également les recherches découvertes, qui sont les recherches beaucoup plus vastes sur lesquelles votre marque, vos noms n'apparaissent pas. Et c'est sur ces recherches-là qu'on va pouvoir avoir un impact. Et comment on fait pour apparaître dans ces recherches découvertes et avoir un impact? C'est un peu toujours les mêmes recettes. Il y a 3 axes de travail. La data, bien évidemment, mettre à jour ces informations sur les plateformes, compléter un maximum les informations que vous partagez à vos utilisateurs, faire de la multidiffusion d'informations, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les internautes ne vous recherchent plus uniquement sur votre site internet, mais sur une multitude de plateformes. Optimiser un maximum votre visibilité. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles choses sur Google notamment, mais aussi sur les autres moteurs de recherche. Il faut avoir mis en place une stratégie en mettant plusieurs catégories, mettre en avant des photos, des attributs, pour pouvoir ressortir au mieux sur des nouveaux types de requêtes, des requêtes longue traîne directement, mais aussi pouvoir se positionner sur les requêtes qui vous intéressent. Vous avez également un aspect e-réputation et notoriété qu'il va falloir toujours prendre en compte et qui compte de plus en plus aujourd'hui dans les résultats qui vont apparaître sur les moteurs de recherche. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, ces recherches locales, elles convertissent énormément. 8 internautes sur 10 vont faire la démarche de commencer une recherche sur Internet et de se rendre directement dans vos établissements dans un délai d'1 semaine. Donc, vous pouvez voir sur cette slide les différentes typologies de personnes. Cette slide est tirée d'une étude que nous avons réalisée en début d'année, qu'on pourra vous partager par la suite. Et elle montre bien les choses, c'est que 83% des internautes, quand ils vous ont trouvé, vont vouloir se rendre directement dans un de vos établissements pour pouvoir se lancer dans une démarche d'achat. L'intérêt de remonter dans les moteurs de recherche, tout le monde le sait aujourd'hui. Ce qui est aussi important de se dire, c'est
comment on fonctionne? Depuis quelques mois, Google, notamment, on parle beaucoup de Google parce que c'est le nerf de la guerre encore aujourd'hui, hein, a mis en place différentes choses et essaye un maximum de pousser les utilisations locales de sa plateforme. Quand on parle d'utilisation locale, c'est-à-dire que le propriétaire de la fiche est certainement le gérant d'un établissement. Et pourquoi ça? Tout simplement pour qu'il puisse mettre à jour les informations les plus fraîches directement sur ces établissements. Donc, il y a des informations classiques qui peuvent être mises, par exemple, et multidiffusées sur les différentes plateformes avec une collaboration entre la tête de réseau et le local, comme les adresses, les sites internet, les photos, par exemple. Et il y en a d'autres sur lesquelles on conseille aujourd'hui de laisser, si possible, la main au local pour qu'il puisse mettre à jour sur Snapchat, sur Google, sur Facebook, des photos, des posts, du contenu globalement. Pour apparaître sur ces recherches découvertes, que ce soit sur Google ou sur les autres plateformes, c'est assez simple. En réalité, vous avez déjà, pour la majorité, les bonnes pratiques aujourd'hui. Mettre, bien évidemment, ces informations classiques à jour, l'adresse, numéro de téléphone, les horaires. J'en profite également pour Google Business Profile. Samedi est un jour férié. Il y en a une dizaine en France par an. Le fait de ne pas les renseigner vous pénalise, même si vous êtes fermé, vous avez simplement à l'indiquer. Ça évite d'avoir ce petit côté assez énervant de rechercher quelque chose quand on est utilisateur, de se rendre dans un établissement et de trouver porte close. Donc n'hésitez pas à faire redescendre l'information, mettez à jour vos horaires d'ouverture exceptionnels. Il y a un deuxième point également, un dernier point qui est intéressant aujourd'hui. Comme vous avez certainement dû le constater, aujourd'hui, les moteurs de recherche, les résultats de recherche qu'on peut trouver sur Google notamment, évoluent. Et ils évoluent dans un contexte où on va avoir de l'user content, mais ça va être la partie de Cécile qui va le récupérer tout à l'heure et vous l'expliquer. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre à jour, au-delà des informations basiques, des informations beaucoup plus pertinentes, comme des liens de redirection vers des produits, des services directement sur vos fiches. Indiquer le fait que vous ayez du produit. Ce qui va compter sur cette année 2024, ça va être le contenu, globalement, et c'est ce qui va pouvoir vous permettre de faire la différence. Il y a également de nouveaux acteurs qui sont en train d'apparaître. Alors, nouveaux, oui et non, parce qu'on peut diffuser ces informations sur Apple Plan depuis des années maintenant. En revanche, ce qu'on voit depuis un petit moment sur l'année 2023, sur l'année 2022, c'est que l'hégémonie de Google est remise en cause par différents nouveaux acteurs et Apple est un de ces acteurs. Depuis quelques mois maintenant, Apple a lancé un back-office qui s'appelle Apple Business Connect, qui va être l'équivalent de Google Business Profile, sur lequel on va pouvoir mettre à jour des données telles que le nom, l'adresse, les catégories, mettre également des posts, des liens de redirection. Ce qui est intéressant, c'est auparavant, on n'avait pas forcément la main sur ces données. Apple allait chercher les informations à droite à gauche avec des partenariats. Quand vous êtes dans l'hôtellerie, c'est lié à des OTA, sinon c'est lié à d'autres plateformes sur lesquelles ils allaient chercher des photos, des informations. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, vous et vos réseaux, reprendre la main sur ces informations et pouvoir vous positionner sur ce média. Pour vous donner un ordre d'idée, Apple en France, Apple Plan, ça va représenter à peu près 18% de parts de marché sur les requêtes locales. Aux États-Unis, on est sur des parts beaucoup plus élevées. On parle de 50% quasiment de parts de marché pour Apple. Donc, c'est réellement un site sur lequel on vous conseille de vous positionner dans les mois qui viennent et dans les semaines à venir. Effectivement, et merci Oswald pour la présentation de tout ce qui est lié aux UGC. Alors, les UGC, c'est quoi? C'est les User Generated Content. C'est l'avènement du Web 2.0. Si auparavant, lorsqu'on faisait une recherche, on trouvait des informations écrites basiques, ce qu'on voit depuis ces dernières années, c'est la partie grandissante des photos sur vos fiches Google My Business. Ça va être un énorme enjeu pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Google se fait concurrencer par de l'Instagram, par du Snapchat, par du TikTok, sur toujours plus de contenu, et non plus du contenu généré par les entreprises, mais du contenu généré par les utilisateurs. C'est normal, avec les smartphones, on a tous un appareil photo directement connecté au bras, et donc on poste
de plus en plus de contenu. Les réseaux sociaux ont des fils d'actualité toujours plus fournis et Google veut aussi tirer son épingle du jeu. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est lié aux avis. Alors les avis, on l'a vu et on va le revoir par la suite, mais les avis, il y en a toujours plus. Vous avez de plus en plus de plateformes où vous allez pouvoir retrouver ces avis et ces avis vont avoir un réel impact et pour votre expérience client, mais aussi dans votre remontée dans vos résultats de recherche. Depuis quelques années, on a ce qu'on appelle la justification. C'est Google qui explique pourquoi votre fiche remonte dans le pack de recherche, dans le pack local, dans les 3 premières fiches proposées par Google. Et un des critères de la justification, c'est le contenu laissé dans les avis par vos utilisateurs. Alors, on a parlé effectivement de Google, on a parlé d'Apple, mais ce qu'on voit aussi, c'est tout un tas d'autres plateformes plutôt utilisées par une tranche d'âge de génération Z où on voit notamment de l'A/B testing. Alors, la première sur l'A/B testing, c'est TikTok. On voit de l'A/B testing aux États-Unis et à Singapour sur des fonctionnalités nearby. C'est TikTok qui va proposer finalement des établissements à proximité de vous directement sur TikTok grâce au contenu que vous allez pouvoir publier. C'est pas encore disponible en Europe, certainement pas encore en France. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il va y avoir un tournant, un virage à ne pas manquer pour vous en tant que responsable marketing. La deuxième plateforme, c'est Snapchat. Alors Snapchat, c'est un peu plus d'actualité puisque eux ont acheté en fait un système de mapping il y a maintenant 1 an et demi qui s'appelle donc la Snap Map et qui va vous permettre en fait de référencer My Places et de faire des recommandations de lieux en fonction de vos amis sur Snapchat. Ça, c'est déjà disponible et vous pouvez donc déjà être référencé sur Snapchat. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur Snapchat? Des informations suffisamment assez classiques finalement. Donc, votre adresse, votre site internet, numéro de téléphone et des éléments qui vont dépendre de votre catégorie principale. Le but, c'est d'aller aussi pouvoir aller vous mettre à jour sur cette plateforme pour attirer de nouveaux consommateurs, de nouveaux utilisateurs. On a parlé de ce qu'on pouvait faire en dehors du site internet sur les plateformes. Aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder une stratégie un peu plus globale, voir ce qu'on peut faire aussi sur votre site internet, sur la recherche locale. Et pour ce faire, on peut parler du Store Locator. Le Store Locator, pour nous, c'est un axe important aussi d'évolution et de stratégie sur l'année 2024, tout simplement parce qu'il va servir à plusieurs choses, notamment, mais c'est surtout parce que ça reste une part importante du trafic de votre site internet. Très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Store Locator? En gros, c'est un moteur de recherche local sur votre site internet qui va permettre aux utilisateurs d'aller directement chercher de la donnée, des call to action sur des cartes, et pouvoir être géolocalisés et trouver pour eux directement une réponse la plus proche à leur recherche. Les mini-sites qui en découlent sont des sites sur lesquels on va pouvoir mettre du contenu. Ce contenu, il va avoir un impact aussi en dehors de votre site puisqu'il peut être utilisé par Google en termes de justification. Donc les justifications, comme le disait très bien tout à l'heure Cécile, c'est une réponse de Google en fait aux problématiques liées à l'Union européenne qui leur demande comment vous faites pour retourner un résultat de recherche. Google l'explique par le biais de justifications. Il y en a plusieurs sortes. Et une de ces justifications, c'est le contenu que vous mettez dans votre mini-site, globalement. Pour vous donner un ordre d'idée, vous parler un petit peu d'expérience qu'on a pu voir sur un de nos clients, La Foire Fouille, qui gère 250 magasins, avait pour objectif en fait de la refonte de son Store Locator. Tout simplement pour plusieurs raisons, c'est qu'ils mettaient leur stratégie commerciale autour de ce Store Locator pour mettre en place différents types de catalogues, différents produits sur leur site e-commerce en fonction de la géolocalisation d'un utilisateur, d'un internaute, et ils lui donnaient accès directement à une fiche établissement, mais également à toute une myriade de produits. L'idée de leur refonte, c'était de changer la structure, d'optimiser le SEO local
Alors, il y a plusieurs biais. On pourra en rediscuter avec certains d'entre vous si c'est des choses qui vous intéressent. On peut travailler sur l'UX dans une première partie. On peut travailler sur la donnée aussi. Et on peut faire en sorte que le data management se passe le mieux possible. Les besoins de la Farfouille étaient simples, hein, c'était optimiser leur store locator, proposer en fait une évolutivité des produits en fonction des endroits où on était, et surtout avoir quelque chose qui était à la fois facile d'utilisation sur l'UX, sur le mobile, mais également sur le desktop. Les résultats des optimisations, vous pouvez les voir sur la slide. Ça a eu un impact assez puissant en termes de sessions par jour. Plus on optimise en réalité son SEO local sur son mini-site, plus on va avoir de chances d'augmenter le trafic et du coup, par effet mécanique, d'augmenter les call to action. Une fois qu'on a travaillé sur ces mini-sites, ce qui va être également intéressant, c'est une fois qu'on a été trouvé, c'est comment on est choisi. Et sur cette partie, je laisse la main à Cécile. Ouais, merci Oswald. Effectivement, être trouvé, c'est bien. Avoir une fiche Google My Business, c'est encore mieux, mais ça vous démarque plus de votre concurrence. Ce qui va vous démarquer de votre concurrence aujourd'hui, c'est ce que vous allez pouvoir proposer comme expérience client à vos clients. Des chiffres clés d'abord. 79% estiment qu'ils n'iront pas visiter un établissement avec une note inférieure à 3,5. C'est énorme et ça explique aujourd'hui pourquoi vous devez prendre en main toute la partie e-réputation de vos établissements. Ces chiffres-là sont tirés d'une étude qu'on a menée chez Partout auprès de répondants français. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études en France et encore moins des études françaises. Donc, l'enjeu, c'est que nous, on en a fait une. On pourra vous l'envoyer si ça vous intéresse. Dedans, il y a tout un tas de chiffres sur par secteur, par industrie, sur les bonnes pratiques. Première question, c'est pourquoi répondre aux avis. Aujourd'hui, c'est la première question qu'on nous pose lorsqu'on va voir des référencements, lorsqu'on va voir des clients au niveau local. Et en fait, il y a 4 grandes thématiques. La première, c'est que quand vous avez un client qui vous laisse un avis sur votre fiche, il attend une réponse. Surtout si c'est un avis négatif, c'est une personne qui est en plein milieu de votre magasin en train de dire que rien ne va. Donc, lorsque vous allez y répondre, vous allez répondre à ce client. Mais vous ne répondez pas qu'à ce client. Vous répondez aussi à toutes les autres personnes qui vont passer sur votre fiche et qui vont à un moment donné se dire qu'ils vont aller consulter vos avis. Le troisième point, c'est que dans chacune de vos réponses, vous allez pouvoir passer des messages clés, des messages avec des mots-clés qui vont avoir un impact. Et enfin, vous allez améliorer votre référencement. L'objectif de Google, c'est de proposer en fait à tous ses utilisateurs des fiches qui sont animées, où il y a bien une personne derrière l'établissement, où les clients sont pris de bout en bout. En répondant à chacun de vos avis, vous allez pouvoir en fait signaler à Google que votre établissement est bien pris en main. Une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai beaucoup d'avis, comment j'y réponds? Effectivement, il y a une stratégie à mettre en place avec plusieurs critères à prendre en compte. Le premier, c'est il faut répondre à vos avis. Oui, mais on commence par où? On commence par les avis négatifs. On commence avec les avis avec des commentaires. On commence avec les avis en fonction de votre besoin. Le mieux, c'est d'aller répondre à 100% de vos avis, mais vous pouvez y aller petit à petit. Deuxième point, c'est quelle stratégie? Quels sont les KPI que je vais suivre? Quelles sont les méthodologies que je vais mettre en place? Est-ce que je vais, moi, répondre au niveau central? Est-ce que je vais laisser mon réseau répondre au niveau local? Est-ce que je mets des modèles de réponse à disposition? Voilà, le but, c'est d'aller chercher quelle est la bonne stratégie pour votre réseau. Enfin, le troisième point, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut aller chercher les KPI que vous allez suivre et que vous allez chercher à améliorer. Des avis, c'est une mine d'or de data pour vous, pour aller mettre en place des actions correctives, pour aller mettre en avant les bons éléments de votre réseau. Et donc, il faut absolument prendre toutes ces données et les utiliser. Alors, comment on répond aux avis? La bonne nouvelle, c'est que si c'était extrêmement fastidieux il y a quelques années, aujourd'hui, on a de plus en plus de possibilités pour répondre à ces avis. Alors, le classique, depuis votre compte Google My Business, vous pouvez répondre à vos avis à la main. Donc, vous avez un champ de textuel libre, etc. C'est long, ça prend du temps, il faut avoir de l'inspiration. Donc, généralement, ce n'est pas la méthodologie la plus privilégiée.
Le deuxième point, et ça c'est ce qui était proposé depuis des années par beaucoup d'acteurs d'e-réputation, c'est des modèles de réponse. C'est pouvoir proposer des modèles de réponse avec souvent des balises dynamiques qui vont vous permettre de personnaliser cette réponse. Mais je pense que vous le voyez arriver depuis maintenant un an, peut-être pas 2 ans, mais un an en tout cas, bien assurément, c'est que vous avez c'est que vous avez aujourd'hui de l'intelligence artificielle avec l'avènement de ChatGPT pour pouvoir justement personnaliser les réponses aux avis. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pas toujours, il faut entraîner l'algorithme, mais une fois que vous avez trouvé un bon rythme, ça devient une réelle force et ça vous permet de vous décharger d'une grosse partie en fait d'actions à peu de valeur ajoutée. Et enfin, depuis maintenant quelques mois, Google a donné la possibilité de faire de l'automatisation de réponses. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer cette possibilité, notamment pour les avis sans commentaire ou un avis 5 étoiles sans commentaire, à part dire merci, revenez nous voir bientôt, on sera ravis de vous accueillir. La plupart des choses sont déjà dites. Déployer la gestion locale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vous conseiller et pour 4 grandes raisons. Premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le nombre d'avis sur vos fiches n'est pas voué à diminuer, mais plutôt voué à augmenter. Le but, c'est que cette charge de travail, il va falloir qu'elle soit absorbée. Qui, aujourd'hui, mieux que votre local, peut aller absorber cette charge de travail parce que, ça vous permet de déléguer et donc vous, en tant qu'équipe centrale marketing, vous concentrez sur des actions à forte valeur ajoutée. 2, parce que finalement, c'est eux qui sont au plus proche de l'information et qui vont pouvoir répondre à chaud à ces questions. 3, parce que de toute façon, c'est une volonté de Google. La volonté de Google, c'est que ça soit ces personnes-là qui sont au plus proche des clients et qui savent ce qui s'est passé au moment où le client laisse un avis, puissent répondre à ces questions. Et 4, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de réseaux qui fonctionnent avec des fichiers Excel, avec des mails qui s'appellent pour pouvoir collecter l'information et pour pouvoir apporter la meilleure réponse. Ça vous fait surtout gagner beaucoup de temps de pouvoir former vos équipes au niveau local à la gestion de ces avis. Mais surtout, c'est que les avis, plus vous en avez, mieux vous êtes référencé. Et l'objectif pour vous, c'est aller récolter des avis à des moments clés du parcours client. Et un des moments clés, c'est notamment lorsque vous avez votre client directement en boutique. On le sait, et ça c'est aussi tiré de notre étude, les consommateurs vont d'abord aller consulter les avis les plus récents. Pourquoi? Parce que c'est ceux dans lesquels ils vont avoir le plus confiance. Les deuxièmes, c'est les plus pertinents. Alors ça s'explique parce que tout simplement, Google propose de lui-même les avis les plus pertinents. Alors les avis les plus pertinents, c'est ceux qui vont avoir des likes, c'est ceux qui vont avoir éventuellement des photos, c'est ceux qui vont avoir beaucoup de mots-clés. Il y a tout un tas aujourd'hui de critères qui font qu'un avis devient pertinent. Et en troisième position seulement arrivent les avis négatifs. Alors c'est assez surprenant. Souvent, lorsqu'on parle de cette étude et de ces chiffres-là, les personnes s'attendent à avoir des avis négatifs en premier, mais finalement, ce n'est pas forcément ce que recherchent vos internautes. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, moi je vais aller chercher des avis récents. Comment je fais? En fait, vous avez tout un tas de méthodologies aujourd'hui qui vont vous permettre d'aller récupérer des avis récents. Et notamment l'email. Alors l'email, c'est la première méthode d'utiliser. C'est donc vous envoyez un email connecté avec votre CRM et donc ça va déclencher un envoi à un événement. Nous, on n'est pas très fan de l'email parce que le taux d'ouverture n'est pas forcément le meilleur et donc c'est pas ce qu'on va vous recommander. La deuxième méthode, c'est demander directement en boutique ou en magasin, dans votre établissement, un avis. Alors, souvent, les personnes sont pleines de bonne volonté et le font. Malheureusement, on n'arrive pas forcément à une super conversion parce qu'une fois qu'on a demandé, la personne sort de l'établissement et puis elle vous a oublié, elle est déjà passée à autre chose. Le troisième moment, c'est le SMS. C'est d'envoyer directement une enquête avant même que la personne ait
soit sortie en fait de votre établissement, elle a un SMS qui la renvoie directement vers le dépôt d'avis. Et là, c'est là où on a le meilleur taux d'ouverture et le meilleur taux de conversion. Et enfin, on le voit sur des générations un peu plus jeunes. Et puis depuis l'arrivée du Covid, l'avènement du QR code. Donc le QR code, c'est devient un moyen très grand aujourd'hui pour aller solliciter de l'avis. Vous mettez un QR code sur le front desk dans votre établissement. La personne n'a plus qu'à scanner. Elle est directement dirigée sur le dépôt d'avis et elle vous laisse un avis. Et alors, ce qui est le mieux finalement aujourd'hui pour une vraie stratégie de récupération des avis, eh bien, c'est de combiner toutes ces méthodologies. C'est de ne laisser aucun canal d'acquisition de côté pour pouvoir optimiser la récolte d'avis, optimiser le dépôt d'avis sur vos fiches et donc derrière, d'optimiser votre référencement. Merci Cécile. J'en profite juste faire une petite aparté. Nous avons lancé un sondage, n'hésitez pas à y répondre directement. Et quant aux questions qui nous sont posées, on prendra bien évidemment quelques minutes à la fin pour y répondre. Donc n'hésitez pas à nous demander quelles sont les informations qui vous intéressent. Un des points sur lesquels il y a également quelque chose à faire sur 2024, c'est la stratégie conversationnelle. Depuis quelques années, vous voyez apparaître différentes méthodologies de canaux de vente, WhatsApp, Instagram, Messenger. Depuis 2021, Google s'est lancé également sur l'expérience de message. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce message est de plus en plus plébiscité. Globalement, on va avoir 9 internautes sur 10 qui disent préférer converser par message plutôt que par téléphone. Ça peut s'expliquer par différents points, tout simplement parce qu'en point de vente, la disponibilité de vos équipes n'est pas forcément focus sur le téléphone. Ils vont plutôt être attirés, c'est tout à fait normal, par les personnes qui sont directement en boutique. Et le deuxième point sur cette statistique, ça peut s'expliquer aussi par le côté asynchrone du message. On pose sa question à un instant sur une fermeture où vos établissements sont fermés. On n'attend pas forcément une réponse dans les 5 minutes. On veut juste qu'on nous réponde dans la matinée ou dans l'après-midi. Ça nous évite de passer 10-15 minutes au téléphone et d'attendre que quelqu'un nous réponde. Ce qui est aussi intéressant sur ce côté conversationnel, on a mené plusieurs tests avec des clients en A/B testing, mais depuis quelques années aussi directement sur plusieurs canaux. Et on se rend compte que 70% des conversations étudiées aujourd'hui, elles ont un impact business. On va avoir de l'achat, des demandes d'achat, des demandes de réservation. Je pense notamment dans le domaine automobile à des typologies assez simples. Est-ce que ce véhicule est encore disponible? Est-ce que vous avez de la place potentiellement pour venir faire la révision? Quand on veut faire, par exemple, des devis, demander directement un devis par ce biais-là, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet aussi, quand on est une marque, d'ouvrir aussi un nouveau canal qui va nous permettre de voir un ROI supplémentaire, tout simplement parce qu'on va pouvoir mesurer le nombre de demandes de devis et puis comment ça a été transformé par la suite. Et aujourd'hui aussi, 8 internautes sur 10 se disent prêts à acheter par ce biais et on le voit. C'est assez simple de faire une réservation, de pouvoir acheter directement par message. Les questions qu'on s'est posées quand on a lancé, s'est lancé nous sur ce commerce, c'était quoi les typologies en fait de questions? Donc on l'a vu, il y a une grande majorité des questions qui sont liées et qui tournent sur l'intentionnalité d'achat, mais on a aussi 4 grandes familles de questions qui sont posées. Des informations pratiques, donc on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous êtes ouvert lundi de Pâques? Donc simplement mettre à jour ces horaires exceptionnels peut permettre en fait d'éviter dans un premier temps des coups de fil, parce que ça peut être aussi les coups de fil une source de nuisance en boutique. Mais à l'inverse, une fois que c'est fait, vous répondez directement à des utilisateurs. Il y a des questions de support. Alors, ce n'est pas la grande majorité. Ça représente à peu près 10%. J'ai acheté un produit qui ne fonctionne pas. J'ai une réservation, est-ce qu'on peut la déplacer? Je ne suis pas satisfait de telle ou telle pratique. Donc là, c'est effectivement plus lié à du service après-vente. De la disponibilité de produits.
On en a parlé un petit peu en début de webinaire sur le User Generated Content. Ça fait partie avec cette partie-là, les produits, les services, euh, des améliorations qu'on peut mettre en place sur ces fiches Google My Business et qui ont un fort impact en termes de SEO aujourd'hui. Et on le voit aussi par le biais des questions qui sont posées par les internautes directement sur le message et bien évidemment les achats et réservations. Globalement, ces typologies-là, une fois qu'on les a, on se pose très rapidement la question, bah, ok, j'ouvre un nouveau canal de conversation, comment je m'organise, moi en tant que marque, qui va répondre à ces avis, enfin à ces avis, excusez-moi, à ces messages, comment je m'organise, est-ce que je fais une gestion en centrale, est-ce que je déploie en régional, est-ce que je déploie au local? En réalité, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de vous et de vos réseaux. On a différents exemples aujourd'hui. Il y a des avantages et des inconvénients sur chaque étape. On sait qu'une gestion globale, ça permet de centraliser les informations, de redispatcher derrière les leads sur tel ou tel établissement. C'est ce que fait aujourd'hui des sociétés comme Meilleur Taux ou comme les Jardins d'Arcadie, par exemple. Mais typiquement, on peut aussi penser, quand on a des réseaux qui ne sont pas forcément intégrés, à l'ouvrir sur une gestion régionale, à donner la main typiquement à des personnels qui vont venir porter la bonne parole directement sur le terrain. Et ça permet de commencer la décentralisation en fait, de cette utilisation, d'avoir un côté un peu plus proche du terrain. Et c'est ce qu'on a vu avec les cas de Stellantis et du Crédit Agricole de notre côté. Et la gestion locale, la première crainte quand on ouvre ce type de canal, c'est de se dire si je donne la main au local, ça va être compliqué, il faut répondre, est-ce qu'ils vont avoir le bon ton, est-ce qu'au niveau de l'orthographe, ça va être correct? Bah écoutez, moi ce que je vous invite souvent, c'est ce que je dis souvent sur les messages, le meilleur moyen de voir ce que ça donne, pour voir, c'est de l'activer sur une petite portion de vos réseaux, de voir déjà le nombre de messages que vous allez avoir. Potentiellement, quand vous l'ouvrez sur une petite partie, vous pouvez déjà vous le gérer en centrale. On estime en fait le nombre de conversations moyennes sur une entreprise à 7 conversations. Et une conversation, ça va être aux alentours de 3 à 4 messages échangés globalement. Et à partir de là, vous pouvez commencer à essayer de faire des tests et voir qu'est-ce qui correspondrait le plus à votre réseau. Est-ce que c'est une gestion globale, régionale ou centrale? On a fait ces tests-là avec Jérémy Lacoste qui travaille pour Meilleur Taux et comme je vous disais tout à l'heure, sur la période sur laquelle on a travaillé sur cet échantillon de test, ils ont récolté 5433 messages. On estime ça, nous on parle plutôt de conversation que de messages. Conversation, c'est lié à un utilisateur, les messages échangés, c'est pas forcément ça reflète pas forcément la réalité, mais en gros, 656 personnes, utilisateurs, leads potentiels, ont lancé des messages et conversé avec les équipes de Meilleur Taux. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité de message, c'est qu'aujourd'hui, sur différentes plateformes, vous allez avoir un CSAT, une sorte de NPS qui va être proposé directement aux utilisateurs et vous allez pouvoir avoir des statistiques sur le niveau de satisfaction de l'utilisateur sur la conversation qu'il a eue avec vos équipes. Très rapidement, en fait, sur ces conversations, ce qu'on a vu, et ça reprend un petit peu les chiffres qu'on vous a présentés tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande majorité des demandes de messages qui sont liées à de l'intentionnalité, de la demande de devis, de la demande de produits ou services. Est-ce que vous faites ça? Oui, je fais. Alors très bien, comment on peut faire? Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un conseiller pour en discuter? Il n'y a pas de souci. Comme on vous le disait, parce que c'est aussi une des craintes des réseaux quand on doit se lancer sur ce canal, c'est la part du support. Les chiffres parlent en la faveur en fait du commerce conversationnel et des messages. C'est pas la part la plus importante. 14% des messages sont liés au support. Donc oui, il y a une part qui est liée, mais c'est pas la grande majorité. Et les 12% restants sont liés à l'information globalement. Alors, l'idée derrière cette présentation, c'est également de vous montrer qu'en fait, toutes ces étapes-là, tous ces points-là peuvent être réunis en fait, sur un seul et même endroit. Nous, l'idée maintenant, c'est de pouvoir répondre à vos questions et on est à votre disposition. Ouais, tout à fait. La grande stratégie de 2024, ça va être
d'arrêter de démultiplier les plateformes. Hein. Des plateformes, il y en a plusieurs. Ce qu'on voit, c'est que les grandes tendances marketing aujourd'hui, c'est de la centralisation et surtout de refocus vos équipes sur des outils spécifiques. Ce que je fais, c'est que je peux lire la première question et puis tu y réponds, Oswald. Allez, ok. Super. Donc, on a une question de Stéphane sur les messages. Vous recommandez quelle plateforme? WhatsApp, Facebook Messenger, SMS? Très bonne question, Stéphane. En réalité, dans l'idéal, il faut pouvoir s'adresser à toutes les populations, à toutes les personas qui recherchent à parler à votre société. Donc, dans l'idéal, mais je sais que c'est un idéal, c'est de pouvoir s'adresser à ces personnes sur toutes ces plateformes. Si je devais vous donner deux, trois petits conseils, si vous voulez commencer sur le commerce conversationnel, avoir une idée de ce que ça peut représenter, lancez-vous sur Messenger, Facebook, hein, ou alors activer tout simplement la fonctionnalité sur Google. Pourquoi ça? Alors Facebook, c'est un outil qui est utilisé depuis des années, les gens ont l'habitude de converser dessus, donc vous aurez rapidement une idée du nombre de messages que vous allez pouvoir avoir de manière quotidienne. Et Google également, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant par l'algorithme, donc autant faire d'une pierre deux coups, hein. Concrètement, autant pouvoir sonder les choses et mettre en avant ces fiches. Et derrière, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avoir un ratio très rapide et de pouvoir confronter les chiffres qu'on vous a donnés. Donc, ça serait Facebook et Google Business Profile. Après, pour être tout à fait franc avec vous, Stéphane, ça dépend aussi de votre business et des typologies de personas que vous adressez. Pour certains, il serait plus intéressant d'aller sur Instagram, pour d'autres sur WhatsApp. Le SMS, ça reste quelque chose que tout le monde utilise, mais voilà. J'espère que ça répond à votre question, Stéphane. Super. Et pour répondre à votre question que vous avez posée juste après sur les différentes fonctions présentées, Review Booster, messages, sont en option selon l'offre partout choisie. Effectivement, c'est des options, c'est des produits, des déploiements différents. Ce que je vous propose, c'est de contacter votre Customer Success ou votre responsable commercial pour en discuter. On sera ravis d'en parler avec vous. Alors, je vois aussi une question de Maxence concernant les avis. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un email à chaque nouvel avis plutôt qu'un rapport en fin de semaine? Cela permettrait une meilleure réactivité des équipes. Alors, j'imagine que vous êtes client, Maxence, de chez Partout. Donc, je suis navré pour ceux qui ne sont pas clients, mais là, on va y répondre directement. Oui, c'est possible. C'est possible de deux manières. Vous avez la possibilité d'éditer des rapports quotidiens. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une application sur laquelle vous aurez directement la possibilité de mettre en place des notifications push qui arrivent comme des notifications WhatsApp, hein, sur votre téléphone en fonction des notes et des avis. Donc oui, c'est possible. Je vous invite encore une fois, et c'est pas de la langue de bois, mais à vous rapprocher de vos équipes, de votre Customer Success pour qu'ils puissent vous l'expliquer. Ouais, effectivement, je pense que si vous souhaitez une meilleure réactivité, l'application Partout Mobile, c'est ce qui vous permettra d'optimiser, que ça soit sur la réponse des avis positifs comme négatifs, comme la gestion des messages. On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est aujourd'hui ce qui va vous permettre bien, d'optimiser vos réponses. Il y a une très bonne question de Maurice également. Ouais. C'est quel impact en 2024 de Google SGE? Bah, écoutez, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, en fait, Maurice, ce qu'on voit arriver de plus en plus avec SGE, c'est ce que Cécile vous présentait tout à l'heure. Il y a deux points. C'est la mise en avant de contenu, donc, depuis vous, les marques, hein, sur vos fiches Google Business Profile notamment, sur votre site internet également, au niveau du store locator, c'est aussi important. Et ce qui risque de se passer, nous, ce qu'on voit en A/B test depuis quelques temps, c'est effectivement le tri-pack classique que tout le monde connaît sur Google, les trois premiers choix qui vous sont proposés. Ça va évoluer, on va certainement aller vers un pack où on va vous proposer 5 établissements, mais avant de vous proposer des établissements, en fonction de votre requête, on va vous pousser certainement des produits directement ou des services aussi sur le SGE. Donc il y a plusieurs impacts qui sont à prévoir, mais en réalité, ils sont faciles à anticiper parce que Google vous montre déjà un petit peu la voie aujourd'hui en poussant justement le fait de pouvoir publier du contenu via les Google Posts, de mettre en avant les photos, et je pense que vous l'avez déjà tous vu aujourd'hui, Google met réellement un accent très très fort sur le visuel
plus que sur le textuel. J'essaye réellement de mettre ça en avant. Donc voilà un petit peu les impacts qu'il y a. Si ça vous intéresse, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est ce que je fais pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai un VPN, je me connecte aux États-Unis, j'ai eu la chance de bêta tester, ça peut être hyper intéressant. Après, c'est des bêta tests pour l'instant, donc on attend tous avec impatience de voir comment ça va fonctionner en réalité. Et pour ceux qui sont peut-être pas aussi aguerris que Maurice sur les évolutions de Google, Google SGE, c'est le Search Generative Experience. C'est Google, en fait, qui intègre une technologie d'intelligence artificielle et effectivement qui va modifier finalement la façon d'utiliser Google demain. Et donc, ça a été lancé en ce début d'année 2023. Comme le disait très bien Oswald, effectivement, il y a des tests aujourd'hui aux États-Unis, des bêta-tests, donc tout le monde n'est pas obligatoirement dessus. C'est pas encore disponible en France, donc effectivement, pour faire les tests, il faut un VPN. Et quel impact en 2024? Pour l'instant, la littérature n'est pas très, très fournie à ce sujet. C'est un énorme sujet à part entière, donc si vous voulez en discuter, Maurice, je vous invite à suivre Thibaut Renouf sur LinkedIn qui adore faire ce genre de publication et qui vous tient informé dès que nous avons des nouveautés sur le sujet. Une question de Thomas. Comment Google force les réponses gérées en local? Alors, Google ne force personne à faire quoi que ce soit. C'est le principe de Google, c'est de l'open source. Donc, il ne force pas les réponses à gérer au local. Néanmoins, depuis donc quelques temps, l'algorithme a changé. Les modalités, notamment de validation des fiches, ont changé cette année, où maintenant est priorisée la validation au niveau local, c'est-à-dire que ce sont les directeurs d'établissement par l'intermédiaire de validation vidéo, validation audio, etc., ou visio, pardon, sont priorisés par Google pour valider vos fiches. C'est un moyen, en fait, de vous obliger à ce que ça soit une personne au niveau local pour valider ces fiches. Donc, ils ne forcent pas, mais ils vous incitent fortement à ce que ça soit une gestion au niveau local. Est-ce que l'IA intégrée dans partout va évoluer? Alors, est-ce que vous pouvez... Rémi, je vois bien votre question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle que nous avons chez Partout, elle est uniquement dans la gestion des avis. Donc, on n'a pas d'intelligence ailleurs. Va évoluer dans quel sens? Est-ce que vous pouvez préciser votre question ou ce que vous attendez peut-être? Sauf si Oswald a une meilleure réponse. Alors, ce que je sais également, c'est qu'on va certainement intégrer l'intelligence artificielle dans d'autres produits de partout, le presence management, mais également les messages qui devraient arriver. Mais à ça, on en parlera lors de prochains webinars et on ne manquera pas de vous inviter pour ces webinars, bien évidemment. Je reprends un petit peu les questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui concernent, par exemple, Maxence, concernant les réponses aux avis sur Partout. Il n'est pas possible de mettre certains établissements en réponse automatique et d'autres non. Est-ce quelque chose que vous avez développé? À ma connaissance, Maxence, ça pourrait être quelque chose qui serait sur notre roadmap en 2024. Il y a beaucoup de conditionnels dessus parce qu'en général, on n'aime pas trop parler de notre roadmap parce que comme vous le savez tous, vous qui êtes dans des métiers un petit peu où vous en avez également, elle est très évolutive, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille tout à fait. Est-ce que Partout intègre les autres nouvelles plateformes de référencement? Apple est intégré. Il y avait une autre question sur le chat, c'était Apple Business Connect. Quand est-ce que ça va être déployé? En fait, c'est quelque chose qui est assez récent en Europe et ça devrait être intégré d'ici quelques semaines. Si je ne dis pas de bêtises, d'ici la fin du mois, vous devriez avoir accès directement depuis nos outils. Snapchat, c'est quelque chose qu'on a intégré également. Et TikTok, c'est pas qu'on veut pas les intégrer, c'est une plateforme aujourd'hui qui est un peu complexe, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas forcément qu'on ait accès à de leurs API en tant que société européenne. Donc on est en cours de discussion avec eux. Les sociétés, leur bureau basé à Singapour, échangent avec nous. Et on a hâte de voir comment ils vont se déployer sur le SEO local et comment on va pouvoir travailler avec eux dans les prochains mois.
Peut-on publier notre fiche sur Apple Business depuis partout? Donc, on vient d'y répondre, mais effectivement, Apple Business Connect, vous pouvez déjà publier vos informations sur Apple Plan depuis partout. Et Apple Business Connect devrait être intégré d'ici quelques semaines pour pouvoir, nos API sont en fin de déploiement. Je vois que dans le chat, il y avait d'autres questions. Il y a Evelyne qui posait une question sur le SMS, donc j'imagine que c'est sur comment solliciter des avis par SMS. Alors, chez Partout, on a une solution effectivement qui va vous permettre de faire de la sollicitation d'avis par l'envoi de SMS. C'est pas le but aujourd'hui de parler forcément de Partout, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en parler directement. Donc, n'hésitez pas, Evelyne, à nous contacter. Christelle Olivier, si on a des photos ne concernant pas notre établissement, peut-on les dénoncer, les supprimer ou que recommandez-vous pour contrer cela? Alors, pour tout ce qui est information, avis, photos présentes sur vos fiches Google My Business, il faut savoir que Google, c'est un site open source et que n'importe qui peut aller déposer un avis, une photo sur votre établissement. Il y a des moyens, Google va supprimer toutes les photos ou tous les avis qui vont être à caractère haineux, caractère violent, qui vont mettre en avant un de vos collaborateurs, etc. Mais Google se réserve le droit de ne supprimer ou pas cet avis. Ce que vous pouvez faire, c'est dénoncer, solliciter en fait plusieurs personnes pour aller dénoncer ces photos, ces avis, mais il n'y a pas de promesse derrière que cet avis ou cette photo sera supprimée. Également, un point, c'est que, comme vous avez pu le comprendre, Christelle, aujourd'hui, Google est en train de devenir, essaye de devenir un moteur de réponse, mais surtout, c'est assez ambigu, ils essayent d'être aussi un réseau social. Les photos et contenus qui sont publiés par les autres personnes, en fait, aujourd'hui, elles vont dans votre sens. Donc, on a plusieurs options pour contrer. Effectivement, on peut les dénoncer, on peut les flasher, on ne peut pas forcément les supprimer. Mais moi, ce que je vous recommanderais plutôt, c'est d'en jouer. C'est-à-dire que quand vous sollicitez par exemple des avis en boutique, peut-être dire n'hésitez pas à mettre une photo de telle ou telle chose directement. Proposez aussi vous du contenu sur sur vos fiches Google, mettre en avant un maximum de photos et les liker, les faire liker par les utilisateurs ou par votre réseau ou par vos employés, parce que ça va leur permettre de remonter du coup et d'être beaucoup plus visible. En fait, c'est des nouvelles stratégies, c'est pas des nouvelles stratégies, c'est des stratégies un petit peu de système D, entre guillemets, mais qui ont un impact aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, Christelle, à nous contacter, on pourra en discuter avec vous, et bien volontiers. J'en profite, on a remis un dernier sondage, et merci aussi à tous les participants. N'hésitez pas à aller dessus et à nous donner votre avis, ça nous intéresse beaucoup de notre côté. Et je continue les questions. Je vois une question de Frédéric. Quel est l'impact du DMA? Alors, l'impact du DMA, est-ce que vous pouvez préciser votre question, Frédéric? Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le DMA, c'est le Digital Market Act. Je suis navré pour mon accent anglais qui n'est pas terrible, mais c'est des dispositions de l'Union européenne qui veulent en fait restreindre l'hégémonie de plateformes comme Google, comme Twitter, comme d'autres. Et du coup, les sociétés, les GAFAM, sont obligées de se mettre un petit peu à jour dans leurs conditions d'utilisation, dans la façon dont ils vous proposent leurs résultats de recherche et surtout ne plus mettre en avant systématiquement leurs outils, que ce soit par exemple leur système de réservation pour Google, leurs produits ou ce genre de choses. Je vois que vous êtes en train de taper, Frédéric, donc j'ai hâte de lire votre question. C'est une très bonne question. Ouais. Le store locator, pour moi, c'est ça. Alors, vous voyez, on aurait parlé de ça avant le DMA, Frédéric. Je vous aurais dit le store locator. Est-ce qu'il faut investir dessus? Oui, c'est toujours intéressant. Mais voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, avec le DMA, continuer à faire attention à son store locator? Oui. Est-ce que l'hégémonie de Google va être contrariée? C'est déjà le cas avant même le DMA. Aujourd'hui, comme on vous l'expliquait, Google fait face aujourd'hui à des concurrents qui sont en train de le mettre dans une position qui n'est pas forcément agréable.
On parle de TikTok, hein, pour pas se tourner autour du pot, qui est en train de prendre énormément de parts de recherche. On en est même aujourd'hui, il y a des bêta-tests avec TikTok où TikTok intègre le moteur de recherche Google directement dans son application. Donc, est-ce que ça a un impact lié au DMA, ce genre de choses? Non. La stratégie, pour moi, elle doit continuer à être locale. Il faut diversifier ces optimisations. Pour moi, c'est là où en fait on va avoir un vrai impact de la multidiffusion et on va certainement voir dans les années qui viennent des nouveaux acteurs émerger. Aujourd'hui, l'idée de la DMA, c'est faire surgir des acteurs européens. À l'heure actuelle, on n'en a pas réellement un qui sort du lot. Ça pourra arriver certainement à un moment, mais moi, mon conseil stratégique, c'est de continuer à garder aujourd'hui un impact, sa stratégie locale sur Google, parce que quoi qu'il en soit, on reste encore 2023-2024 qui va arriver sur le leader du marché. Donc c'est réellement là sur quoi il va falloir continuer à faire les efforts, se diversifier, essayer de nouvelles plateformes, Snapchat, continuer le travail que vous effectuez certainement très bien aujourd'hui sur l'environnement Meta avec Instagram, avec Facebook. Et surtout, oui, en fait, c'est réellement ça le conseil, hein, c'est démultiplier vos actions, non pas uniquement sur une plateforme, mais sur plusieurs. Exactement. Et Frédéric, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la position de partout, sur toute la partie référencement, je vous invite à consulter l'article qui a été écrit par Thibaut Renouf, que je vous publie juste là. Et si vous souhaitez qu'on en discute, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai une question aussi donc de Rémi sur l'IA. Est-ce que c'est un module qui est finalisé ou en bêta? Rémi, effectivement, le module IA, j'espère qu'il n'est pas finalisé parce que l'IA a encore beaucoup de choses à apprendre et est encore en train d'évoluer. Donc, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'on va encore avoir des évolutions. Je pense qu'on en est qu'au tout début de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Alors, pour répondre à votre question plus directement, Rémi, chez Partout, on fonctionne toujours, mais je pense que vous nous connaissez en V1, V2, et puis on fait évoluer nos produits. Les éléments que vous voyez à l'heure actuelle sur nos plateformes, c'est la V1 de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc oui, ça va évoluer globalement. Si ça répond à votre question, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez d'autres, on les attend avec impatience. Alors, je vois que Rémi est en train de taper. Néanmoins, je pense qu'on a répondu à toutes les autres questions, si je ne dis pas de bêtises. Une question de Stéphane sur X. Est-ce que ça peut devenir un acteur de ce marché? Pour l'instant, ce n'est pas un acteur qu'on a ciblé de notre côté. Concrètement, X, aujourd'hui, ils sont dans une phase de refonte, ils sont en train de changer un petit peu de modèle. C'est une plateforme qui risque, d'après ce qu'on comprend, de devenir payante. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut miser? Moi, je pense que c'est toujours la même chose, hein. C'est un peu une réponse de Normand, mais oui, il faut essayer. Il faut essayer parce que oui, il y a des personnes dessus, donc oui, il va y avoir un impact quelque part. Maintenant, est-ce que c'est réellement là où il faut mettre le poids du corps et essayer de mettre toute sa stratégie dessus? Ça peut vous différencier. Il peut y avoir substantiellement de l'incrémental à aller chercher sur cette plateforme. C'est pas forcément celles sur lesquelles on miserait. Encore une fois, tout dépend des personnes auxquelles vous vous adressez, quelles sont les personnes que vous visez. Ça dépend réellement de ça aujourd'hui pour moi. Je vois qu'il est 11h55. J'imagine que tout le monde ne va pas tarder à aller manger. Si vous êtes si vous êtes encore présent, merci pour votre présence à ce webinaire. On a été ravis de vous partager notre vision du marketing en 2024. N'hésitez pas à nous réécrire LinkedIn, email ou à la suite de ce webinaire, on va vous renvoyer le replay. Donc, vous pourrez nous répondre aussi. Et puis, on vous dit à très bientôt. On a pas mal de nouveaux webinaires qui arrivent, notamment un petit déjeuner avec WhatsApp prévu 30 novembre. 30 novembre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email si ça vous intéresse d'approfondir les sujets du conversationnel avec nous. Merci à tous.